Préparation, cette réunion est diffusée en direct. Préparation. C'est bon. Voilà, on y est. Eh bien, chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour ce troisième ou quatrième, Cinquième, je crois. Le temps passe vite. Cette cinquième édition de Facebook Live avec les amis de Coralie Delhomme. Je vous présente, j'ai une jolie raie de lumière en plein visage, mais je vais y remédier. Je vous présente nos participants, David Kella, économiste, universitaire, que nous allons ce soir titiller un peu sur le néolibéralisme, ce concept à la fois omniprésent et pas toujours bien défini, mais tu fais des efforts de définition, David. David Degouille, qui est le président de l'association des amis de Coralie Delhomme, et Vera Nikolski, qui est une membre éminente de cette association qui vient de publier Féminicène, ce livre féministe marxiste dont la presse de gauche ne parle pas encore, mais ça viendra bientôt. À peu près toute la presse et tous les médias en parlent, sauf la presse de gauche, mais c'est normal parce que c'est un livre féministe et marxiste, donc c'est pas tout à fait dans la ligne. Donc nous voulions discuter ce soir de cette idée qui était chère à Coralie, parce qu'à la fin de sa vie, elle y travaillait beaucoup et c'était un sujet sur lequel elle voulait écrire. Elle avait commencé à écrire sur ce sujet, mais elle voulait écrire sur le néolibéralisme. Et David Kella, qui a été son co-auteur pour un certain nombre de ses ouvrages, a aussi pas mal écrit dessus. Et donc, on voulait discuter un petit peu de tout ça ce soir pour essayer à la fois de préciser le concept, pour essayer peut-être d'en voir les forces et peut-être a-t-il ce concept quelques limites, peut-être n'a-t-il pas un concept qui permet d'appréhender et d'expliquer toute l'évolution de nos sociétés européennes, démocratiques et libérales. Mais peut-être pour commencer, David Kella, peut-être que tu pourrais nous faire alors tu l'as fait déjà dans des articles, dans le bouquin collectif tu l'as fait dans des conférences que tu as mis en ligne, tu l'as fait dans plusieurs livres que tu as publiés, tu es en train de retravailler dessus, donc c'est un exercice un peu, pour toi, qui devient un peu un exercice imposé, mais peut-être pourrais-tu nous repréciser le sens qu'il faut donner à la notion de néolibéralisme que tu présentes comme une doctrine économique et non pas une théorie, si je t'ai bien lu, et essayer de préciser ce qu'il peut signifier et aussi préciser ce qu'il ne signifie pas, de façon à ce qu'on ne parte pas sur de mauvaises pistes. Oui, je te remercie Philippe, parce que c'est effectivement la question à laquelle j'essaye de répondre, la première question, la question de la définition. Et en fait, je vais dire un truc nouveau par rapport à tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent. Parce que quand vous m'avez proposé cette émission, c'était jeudi, je crois, j'ai un peu réfléchi à ce que j'allais dire. Et puis en ce moment, avec les économistes atterrés, on est en train de travailler sur un bouquin avec Christophe Rameau, Henri Sardignac notamment. Et en écrivant ce bouquin, je me suis dit, en fait, il y a un problème avec la définition du néolibéralisme. Parce que moi, je le définis effectivement comme une doctrine, c'est-à-dire en fait des idées, voilà, des idées abstraites, si je peux dire. Mais pour beaucoup d'économistes, et notamment, c'est ce que j'ai cru comprendre chez Christophe Rameau et d'autres, le néolibéralisme, ce n'est pas que des idées, ce sont des institutions. C'est une réalité, c'est une composante fonctionnelle de notre société. Et j'ai envie de dire que, en fait, les deux définitions sont tout à fait légitimes. C'est-à-dire qu'on peut dire le néolibéralisme, ce sont des idées qui sont ensuite mises en œuvre, plus ou moins parfaitement d'ailleurs, dans la société. Mais on peut aussi dire le néolibéralisme, c'est un système institutionnel. C'est quelque chose qui organise notre société. Et je rappelle quand même, mais ça, Vera sera d'accord, je pense, parce que ça fait partie des questions qu'elle pose dans son livre, c'est que les idées en elles-mêmes ne changent rien. Ce qui change la vie, ce qui change la société, c'est la mise en œuvre de politiques, voire parfois simplement des institutions culturelles qui émergent et qui peuvent, elles aussi, changer la société. Mais les idées seules, en fait, j'ai envie de dire,
elles appartiennent au monde des idées et elles ne vont pas influencer beaucoup les choses. Et en fait, la question peut-être que je n'ai pas suffisamment traitée, mais sur laquelle on pourrait discuter si vous voulez, c'est le lien entre les idées et finalement la réalité institutionnelle, la réalité de la société. Est-ce que les idées qui sont construites, qui ont été pensées, hein, elles sont aujourd'hui complètement en œuvre dans la société, ce qui ferait qu'on serait une société néolibérale, ou, et c'est en fait plutôt ça la réalité, ces idées ont été en quelque sorte mises en œuvre, en partie, partiellement, mais elles butent bien sûr sur une réalité socio-culturelle, socio-économique qui persiste. Et donc, le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est partiellement néolibéral, mais ce néolibéralisme ne relève pas uniquement de la doctrine. Alors, peut-être quand même, en 2 mots, expliquer la doctrine, parce que comme ça, on sait un peu de quoi on parle, et puis ensuite, peut-être en 2 mots, expliquer le système. Alors, la doctrine, en fait, elle est assez simple. Elle a été conçue dès les années 20, et puis ensuite, elle s'est raffinée, bien sûr, avec le temps. Mais au départ, c'était une question qui était liée à l'Union soviétique, à l'apparition de l'Union soviétique, et puis à l'apparition d'un certain nombre de crises dans les années 30. L'Union soviétique posait quand même un problème aux économistes, puisque le fonctionnement économique de l'URSS était de dire, eh bien, écoutez, voilà, plutôt que d'organiser la société à partir du marché, on va collectiviser l'ensemble des moyens de production et puis on va planifier et organiser dans l'intérêt général l'ensemble de l'économie. C'est-à-dire que le capitalisme marchand, à la base, c'est un système économique qui repose donc sur le marché et sur la libre entreprise. Chacun produit selon son propre intérêt et puis ensuite, eh bien, on espère que grâce à la concurrence, grâce au marché, tout ça va se coordonner tout seul et arriver à la satisfaction la meilleure possible des besoins. Mais le problème, c'est qu'avec la crise des années 30 et puis avec les problèmes sociaux quand même, qui étaient posés par le capitalisme dès son origine, hein, dès le 19e siècle, un certain nombre d'intellectuels, et Marx le premier, et les marxistes en général, et même plus globalement les socialistes, les anarchistes et d'autres, se sont dit, mais en fait, bon, ce système, il ne fonctionne pas le mieux possible. Il faut rationaliser le fonctionnement de l'économie. Et donc, l'URSS, c'était un produit de cette tentative de rationaliser l'économie en essayant de planifier les choses. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on retrouve aujourd'hui ce mot de planification, y compris dans le chef de l'État, hein, Macron. Il n'y a pas que Mélenchon qui parle de planification écologique, hein. Macron l'a repris et même il a réécrit, hein, il a redonné comment dire, une planification à François Bayrou. Donc, il y a cette idée qui revient. Donc ça, c'est l'état, en fait, du problème. Et donc, les néolibéraux, eh bien, ils cherchent à répondre à cette tentation de planification de l'économie, de rationalisation de l'économie, en montrant pourquoi ça ne peut pas marcher. Et il dit ça ne peut pas marcher parce que le principe de la planification, c'est de supprimer le marché, de se substituer au marché. Et ça pose un problème parce que quand le marché disparaît, alors on ne sait plus ce que valent les choses. C'est-à-dire que le marché a un intérêt, nous disent-ils, les néolibéraux, et son intérêt principal, c'est que par les forces de l'offre et la demande, eh bien, il fait émerger des prix. Et ces prix, elles quantifient la valeur. Or, si on n'a plus de marché, eh bien, on n'a plus rien pour quantifier objectivement la valeur des choses. Et donc, la planification qu'on va faire sera impossible. Parce que planifier, c'est choisir si on produit ceci ou cela. Et ce choix, il doit reposer sur un élément objectif. Et l'élément objectif, c'est le prix de marché. Si on supprime le marché, il n'y a plus d'élément objectif, donc on ne peut plus planifier. Et même Mises expliquait, eh bien, on ne peut plus avoir une rationalité économique. On ne peut plus faire un calcul économique. À partir de là, le néolibéralisme, vous voyez, je le définis, voilà, je le définis un peu plus clairement, c'est l'idée que pour que la société fonctionne, eh bien, il faut des prix de marché, donc il faut des marchés. Et les marchés, par contre, peuvent dysfonctionner. C'est ça qu'a démontré la crise. Et donc, il faut que l'État crée des institutions qui permettent de faire fonctionner le marché et que par ce marché, on crée des prix. Ces prix créent des institutions, des incitations, pardon, et les prix de marché, eh bien, coordonnent à eux seuls ainsi l'ensemble de l'activité économique. Et donc, le néolibéralisme procède de cette idée fondamentale. Le marché doit s'appuyer sur l'État pour organiser l'économie et donc l'État doit se mettre au service du marché. Et ça, c'est la doctrine. Maintenant, la mise en œuvre du néolibéralisme, c'est le tournant des années 80,
c'est la financiarisation de l'économie. Donc, il procède bien sûr de l'idée qu'il faut que les marchés soient les plus libres possibles. Il faut donc organiser la libéralisation des marchés financiers. C'est la libéralisation des services publics. C'est tout un ensemble d'institutions. C'est par exemple le marché du carbone, parce que pour résoudre le problème écologique, eh bien, ce que les économistes néolibéraux disent, eh bien, c'est qu'il faut des prix de marché, des prix de droit à polluer. Comme ça, on pourra anticiper le coût écologique des émissions et donc calculer, et donc on pourra organiser la planification par rapport à ces prix de marché. Donc, on a mis en œuvre tout un ensemble d'institutions qui sont fondées sur le principe du marché pour essayer de calculer des coûts et d'organiser la société. Puis, on a libéralisé tout un ensemble de choses. Dernière chose qu'on a libéralisée, c'était les lois travail de Hollande et puis de Macron, les ordonnances travail, c'est le marché du travail. Parce que là aussi, on explique que si on veut qu'il n'y ait plus de chômage, eh bien, il faut que le marché décide des salaires et que du coup, il faut affaiblir les syndicats. Et finalement, le néolibéralisme institutionnel, c'est quoi? C'est la mise en place d'une société de marché, mais par définition, une société de marché, c'est une société où ceux qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir d'achat, eh bien, ont plus de pouvoir que ceux qui n'ont pas d'argent. Et donc, finalement, le néolibéralisme institutionnel, c'est l'avantage des plus riches et c'est au service d'une classe sociale. Et c'est là qu'il faut distinguer la doctrine de la réalité, parce que la doctrine n'a jamais dit qu'il faut favoriser les riches. La doctrine n'a jamais dit que le néolibéralisme sert à donner plus de pouvoir à ceux qui ont plus d'argent. Mais la réalité de la mise en œuvre de ce principe d'organisation de la société de marché fait que, mécaniquement, ce sont les plus riches qui, ayant le plus d'argent, ont plus de pouvoir de marché. Voilà, pardon, j'ai été un peu long, mais je pense que ça permet d'expliquer un peu. Mais c'est bien que tu resitues ta conception du néolibéralisme en introduction de cette petite discussion. Alors, je vais ouvrir le débat. On comprend bien toute la pertinence de ce que tu viens de nous expliquer, de ce qu'on a vécu en particulier à travers les traités européens et de l'organisation de l'Union européenne et de l'euro, qui se sont inspirés largement de cette conception et qui sont inscrits dans nos institutions un certain nombre des principes que tu viens d'énoncer, de l'indépendance de la Banque centrale à l'organisation d'une concurrence la plus parfaite possible. Et donc, on voit bien comment l'Union européenne et l'euro ont introduit l'idée qu'effectivement l'État était là pour garantir le bon fonctionnement du marché et non pas pour intervenir sur le marché avec ses propres fins, avec ses propres conceptions, si je résume bien ton propos. Je ferai directement le lien avec le populisme que tu fais, en expliquant que la réaction populiste, à tes yeux, est une réaction au néolibéralisme. Or, il me semble que ce qu'on appelle le populisme, qui demanderait déjà de longs débats de définition, mais passons, je passe vite, comme si on était tous d'accord sur la conception du populisme. En tout cas, les mouvements politiques et les personnalités, les leaders, qui remettent en cause le système dans lequel on vit, qu'on vient de décrire, qui est un système que tu appelles néolibéral ou qu'on appelle des démocraties libérales, disons l'Occident, l'Union européenne, les États-Unis et quelques autres, ce populisme de droite, qui est le plus important et le plus dominant, s'est fondamentalement construit idéologiquement, politiquement et électoralement, avec un certain nombre de succès, sur la question de l'immigration, et plus généralement sur la question identitaire. Et donc, ma première question est toute simple. Comment intègres-tu la prégnance des thèmes de l'immigration, sans même parler de l'insécurité, mais qui serait quand même un sujet? Comment intègres-tu la question de l'immigration, de l'insécurité culturelle, des craintes civilisationnelles, des craintes sécuritaires, qui parcourt et qui mobilise le vote populiste dans cette analyse de nos sociétés de marché, de nos sociétés néolibérales? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres phénomènes qui jouent que des phénomènes purement économiques, étant assez évident que ces phénomènes économiques ont une grande importance? Mais est-ce que ce sont les seuls facteurs? Alors, bien sûr, à la réponse, est-ce que ce sont les seuls facteurs? On ne peut que répondre non, parce que rien n'est jamais monocausal, tout a plusieurs facteurs. Mais je pense qu'il ne faut pas limiter le néolibéralisme à l'économie. En réalité, c'est une doctrine politique, parce que ce que fait le néolibéralisme, c'est dire quel doit être le rôle de l'État
dans le marché. Ce n'est pas une théorie, c'est donc une manière pour l'État d'agir. Mais je voudrais revenir sur le populisme, parce que, en fait, j'ai écrit effectivement deux livres faits sur le néolibéralisme. Le premier, c'est Populisme et néolibéralisme, et le second, c'est Déclin et chute du néolibéralisme. Donc, le premier parle uniquement du populisme, enfin beaucoup du populisme, mais le deuxième, pas du tout, par exemple. Mais c'est vrai que pourquoi je m'intéressais au populisme dans le premier bouquin? Parce que je voulais comprendre ce que c'était qu'une société néolibérale. Et une société néolibérale, c'est une société de marché, c'est une société de flux, c'est une société où finalement tout se vaut. Alors, il y a un auteur que j'aime beaucoup, je pense que tu dois le connaître, qui est un juriste qui s'appelle Alain Supiot. Oui, bien sûr. Et Supiot, il a aussi un discours sur le néolibéralisme. Mais d'abord, c'est un juriste. Et donc, il parle du droit. Il dit, en fait, le droit, au départ, visait à organiser une société parfaite avec une transcendance, c'est-à-dire une transcendance alors qu'il peut être aux différents éléments, parce qu'au XVIIIe siècle, c'était la transcendance un peu religieuse, puis avec la Révolution française, la transcendance, c'est la nation. Donc, on a une idée de l'idéal, et puis on essaie de créer des lois pour aller vers cet idéal. Et puis il dit, en fait, aujourd'hui, le droit a changé de nature. C'est un droit qui vise à l'efficacité. C'est un droit où tout se vaut, en quelque sorte. Il parle d'un monde plat. Et ça, c'est une vision néolibérale de la justice, en fait. Et d'ailleurs, lui-même le dit très bien, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui le dit. Ça veut dire que dans le néolibéralisme, tout devient marché. Tout devient marché, y compris la règle de droit. On va comparer ainsi le droit français en disant qu'il est moins performant que le droit allemand, il faut qu'on imite les Allemands sur plein de trucs. On met en concurrence en quelque sorte les systèmes juridiques, d'abord au sein d'une société en expliquant que nous, notre droit, il faut qu'il favorise plus l'investissement que le droit du pays d'à côté, mais aussi les entreprises elles-mêmes, avec la mondialisation, elles vont faire du law shopping, c'est-à-dire elles vont choisir le système juridique qui les arrange pour faire tel ou tel investissement. Et donc, en fait, le néolibéralisme, il va bien au-delà de la question économique. En fait, il pose une insécurité aux gens, puisque c'est ça que dit Supiot, il est finalement dans un système où tout se vaut, où il n'y a plus de transcendance, où finalement la volonté populaire ne vaut pas plus qu'autre chose, parce que si la volonté populaire est contraire à la volonté des marchés, alors c'est la volonté des marchés auquel on va obéir. Typiquement, ce qu'a dit Macron sur la loi sur la réforme des retraites, c'était de dire, il l'a dit explicitement, si on ne fait pas cette réforme de retraite, on va être sanctionné par les marchés. Et d'ailleurs, on voit très bien comment est-ce qu'il ne reçoit pas les syndicats, mais par contre, alors les représentants de l'agence Standard & Poor's et Moody's, etc., alors eux, ils ont porte grande ouverte avec au ministère des Finances et à eux, on s'adresse. Donc, qu'est-ce que ça crée au niveau des gens? Ça crée le sentiment que finalement, le but du politique n'est absolument pas d'être au service des citoyens, mais au service du coup des marchés, c'est-à-dire des puissants, des marchés financiers, etc. Et pour moi, c'est ça le populisme. Alors, le populisme, ce n'est pas en soi, et c'est ça qu'il faut distinguer. Moi, je ne cherche pas à qualifier si telle ou telle personnalité politique est ou non populiste. Ça, c'est les politologues qui le font. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est quand il y a un mouvement que les politologues qualifient de populiste, c'est que derrière, il y a au départ une défiance vis-à-vis des institutions, de la part des populations. C'est-à-dire que les populations ne croient pas en l'État. Elles ne croient plus que le président sert leur service, elles ne croient plus en la justice, elles ne croient plus en la médecine. On l'a vu pendant la crise Covid, avec le mouvement de... J'en parle beaucoup dans mon livre, mais parce que Didier Raoult était... Quand j'ai commencé à écrire Populisme et néolibéralisme, on a eu c'était en mars 2020. Donc, c'était le plein moment où, tout d'un coup, Didier Raoult expliquait qu'on avait la solution pour le Covid et que c'était la fin de la partie et que les gouvernements faisaient exprès de ne pas suivre ces solutions parce qu'ils voulaient créer le grand reset. Alors, ce n'est pas Raoult qui disait ça, mais c'est d'autres qui disaient ça. Et en fait, ces théories-là ne peuvent exister que si, au départ, les gens ils n'ont pas du tout confiance dans leur gouvernement, dans la médecine, dans les journalistes, dans globalement les institutions. Et en fait, la question que je me pose, c'est d'où vient cette défiance? Et cette défiance, tu vois, en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, elle est nourrie par le fait qu'on a mis l'État au service du marché, et qu'en le mettant au service du marché, on en a dénaturé le fonctionnement. Et les gens, ils n'ont plus confiance dans l'État parce qu'ils n'ont plus confiance dans la démocratie, parce qu'ils ont l'impression que, quoi qu'ils votent, eh bien, de toute façon, la mise en œuvre de la politique ne se fera pas par rapport à leur intérêt, mais par rapport à une autre question. Alors, pour revenir sur l'immigration, je terminerai par ça. L'immigration, et les questions identitaires sont finalement la seule chose qui reste, puisque tout a été balayé. C'est-à-dire que
la question de l'emploi, la question des services publics, la question de comment dire, le consumérisme, on va dire, organisé dans le cadre de la société de marché, finit par détruire tout un ensemble de valeurs, en fait, finit par détruire la transcendance. Et la transcendance qui reste, bah, ça peut être la religion. Et moi, je crois que le néolibéralisme, il nourrit aussi une forme de radicalisation de la religion. Il ne faut pas croire que l'islamisme, comment dire, n'est pas un produit de la modernité. Il n'y avait pas d'islamistes au sens contemporain au XVIIIe siècle. C'est le rapport, d'ailleurs, Vera en parle aussi un peu dans son livre, de ce rapport bizarre entre comment dire, le fait que certaines sociétés ne vont pas vers l'émancipation des femmes parce que justement, eh bien, c'est une forme de réaction par rapport à la société contemporaine. Et bien, quand on a l'impression qu'il n'y a plus de société, hein, une forme de société liquide, de flux, où tout se vaut, où la loi elle-même est le produit, comment dire, de tractations marchandes, alors on se replie sur son identité, sur sa religion, et puis, du coup, on va chercher et là, je pense que c'est logique, fermer les frontières, c'est aussi rompre avec la mondialisation. Et du point de vue des gens qui votent Marine Le Pen et extrême droite, il y a une association claire entre. D'ailleurs, on parle de mondialistes. Et le terme mondialiste, en fait, il dit bah, ces gens-là, ils sont pour le monde sans frontières. Et moi, je crois que le monde sans frontières économiques, c'est aussi problématique que le monde sans frontières migratoires. Et qu'en attaquant l'immigration, ben, en fait, c'est une manière aussi, en s'appuyant sur l'identité, en disant non, mais je ne veux pas renoncer à consommer des produits chinois, bien sûr. Mais par contre, voilà, je veux moins de flux migratoires. Je crois que dans l'inconscient des gens, il y a une forme d'association qui se fait entre la mondialisation néolibérale et la question immigratoire. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais ma conception, enfin ma vision, c'est que l'insécurité généralisée que produit le néolibéralisme sur la vie des gens, le sentiment que tout se vaut, que plus rien, qu'il n'y a plus aucune transcendance, ça va nourrir forcément des réactions qui vont se caractériser par le repli identitaire, par l'extrémisme religieux ou par la lutte contre les immigrés. Et quelque part, la spécificité des immigrés, c'est que c'est ces choses qu'on voit, qu'on peut mesurer, qui sont concrètes en quelque sorte, alors que la mondialisation financière, bah, c'est totalement abstrait. Et donc, il est normal aussi que les gens se rattachent à des choses qu'ils peuvent mesurer, qu'ils peuvent voir. Et la peur généralisée d'une société liquide, eh bien, pour moi, elle construit cela. D'accord. On reviendra sur ces discussions, mais Vera voulait poursuivre ton petit interrogatoire, David, amical que nous faisons sur le néolibéralisme. Oui, avant de poser des questions plus subversives, en fait, je voulais juste faire une toute petite remarque pour aller dans le même sens que David. Il n'y a pas que dans la tête des gens que ces questions sont liées. Il y a plein de gens qui analysent la mobilité généralisée, non seulement des capitaux, mais aussi des personnes comme deux faces d'une même médaille ou d'un même ensemble d'idées ou de doctrines. Et puis même, c'est économiquement cohérent. L'immigration, c'est aussi ce qui permet d'employer des personnes à bas coût, etc. Les gens le perçoivent aussi comme ça. Enfin, ils relient complètement ces deux phénomènes, à mon avis. Et puis, j'en ai pas parlé, mais au sein de l'Union européenne, le marché du travail a été organisé pour supprimer les frontières. Exactement. Voilà, donc c'est complètement lié. C'est vraiment, c'est totalement lié. Moi, je ne le crois pas, mais c'est en partie lié, en tout cas. Oui, enfin, ou en partie lié. Oui, bon, moi, je voulais poser une autre question en se concentrant sur le deuxième livre dont on parle, donc Déclin et chute du néolibéralisme. En fait, ce livre qui est assez long, il est une grande partie du livre est consacrée non pas au déclin ou à la chute, mais au néolibéralisme en tant que tel, c'est-à-dire ses principes, sa naissance, sa déclinaison dans l'histoire, ce qu'il est aujourd'hui. Et tu parles quand même beaucoup du néolibéralisme avant d'aborder son affaiblissement. Et ma question, elle portait là-dessus, en fait. Déjà, quels sont pour toi les principaux signes, tu en parles dans le livre, de ce déclin et comment tu passes de ces signes de déclin à la question de la chute? C'est-à-dire la chute, on est clairement dans le domaine du pronostic quand même, parce que pour l'instant, même si on peut voir des signes de déclin, la chute n'est vraiment pas consommée. Donc, qu'est-ce qui te permet de parler de chute? Et
la suite de la question, c'est est-ce que ce n'est pas peut-être un petit peu trop optimiste? Enfin, je ne sais pas s'il faut être optimiste ou pessimiste d'ailleurs pour la chute du néolibéralisme, mais disons, est-ce que ce n'est pas une extrapolation rapide parce que le néolibéralisme, qui est la doctrine ou la forme actuelle de doctrine qui gouverne nos sociétés capitalistes, il a pu s'adapter à des changements de situation déjà avant, et le capitalisme qui en est la base encore plus, c'est un système qui s'adapte à tout, qui mouline tout, qui digère tout et qui s'en sert pour se réinventer. Est-ce que ce ne serait pas plutôt une crise du néolibéralisme? Est-ce que tu penses vraiment qu'il faut parler d'une chute promise? Non, ce livre, en fait, cet ouvrage, il voulait j'avais un contenu très ambitieux. Le premier livre sur le populisme, je voulais déjà dire ce que j'ai dit dans la suite, c'est-à-dire que je me suis arrêté à 300 pages avec le premier parce que ça faisait 300 pages et que l'éditeur n'allait pas vendre un livre à plus de 300 pages. Donc j'ai écrit le deuxième, et dans le deuxième, je n'ai pas terminé non plus. Donc en fait, j'avais trois grandes idées. La première, c'était le populisme, qui est l'objet du premier livre. Et par ailleurs, dans ce premier livre, il y a aussi une définition du néolibéralisme, mais c'est surtout lié à la comparaison avec le libéralisme classique, ce que je ne fais plus du tout ensuite dans le deuxième livre. Et puis, il y a le deuxième qui parle de la crise financière. Donc, c'est ça, je vais répondre à ta question grâce à ça. Et puis, il y a un troisième aspect que je n'ai pas encore écrit et je ne sais pas quand est-ce que je vais l'écrire. C'est le management néolibéral dans les entreprises, dans l'État, dans les administrations. Et ça, c'est une composante importante du déclin et de sa chute. Parce que le management néolibéral est extrêmement inefficace. Or, le néolibéralisme se prévaut de l'efficacité. Et la chute, pour moi, elle est aussi là, dans la multiplication de ce qu'on appelle les bullshit jobs, la bureaucratisation, ce qu'a très bien analysé, bien sûr, David Graeber et d'autres. Et donc, c'est un élément de la réflexion qui n'est pas présent dans les deux premiers livres, mais qui est présent dans ma tête et que je voulais développer. Donc, le premier livre voulait déjà s'appeler Déclin et chute du néolibéralisme, et comme je suis arrivé à la fin, je n'avais pas du tout parlé ni de déclin ni de la chute, donc j'ai dû changer le titre pour populisme et néolibéralisme. Du coup, j'ai fait une deuxième proposition où je voulais parler du management néolibéral, et donc qui s'appelait Déclin et chute du néolibéralisme, mais cette fois-ci, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au néolibéralisme managérial. Donc, je me suis arrêté un peu à mi-chemin du déclin et de la chute. Et merci, Vera, de l'avoir remarqué. Ton esprit très sagace l'a remarqué. Mais quand même, j'assume quand même mon titre parce qu'il y a deux raisons qui me font penser que vraiment, c'est le déclin et la chute du néolibéralisme. D'abord, la première raison, je voudrais revenir sur ce que tu as dit. Certes, le capitalisme, je suis d'accord, le capitalisme est très flexible. Le néolibéralisme, beaucoup moins. Alors, pourquoi beaucoup moins? Parce qu'en fait, le néolibéralisme, il n'existait réellement que 8 ans. C'est ce que j'explique dans mon bouquin. C'est-à-dire que, d'abord, il existait en théorie dans les années 20 et 30. Et puis, en fait, ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu la crise des années 30. Et puis, il y a eu surtout la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, il y a eu la Reconstruction et les 30 Glorieuses. Et pendant toute cette période, de 1930 à 1970, on n'est pas du tout dans du néolibéralisme. On est dans du capitalisme, hein, mais pas du tout dans du néolibéralisme. Pourquoi? Parce que l'essentiel des prix, les prix les plus importants, les prix agricoles, les prix de l'énergie, les prix la valeur des monnaies, les taux d'intérêt, tout ça est contrôlé par la puissance publique. Et ça veut dire qu'on n'est pas dans un système de prix de marché. Et je pense que c'est un des apports le plus important, enfin, à mon avis, du livre, c'est de définir ce que c'est qu'une société, qu'une économie capitaliste, mais non néolibérale. Puisque clairement, le régime des 30 Glorieuses n'est pas néolibéral et ça a plutôt bien marché. Et donc, la raison pour laquelle on pourrait y revenir, c'est simplement que les circonstances pourraient nous conduire à revenir à une forme de capitalisme encastré socialement, celui des 30 Glorieuses, qui ne sera pas exactement celui des 30 Glorieuses, ça aussi que j'explique dans le bouquin, je vais peut-être y revenir tout à l'heure, mais ça sera forcément quelque chose de différent. Alors maintenant, pourquoi le néolibéralisme n'a finalement pas vécu très longtemps et pourquoi est-ce qu'il est en train de décliner? Alors, d'abord parce qu'il a fallu passer d'un système à l'autre. Et ça a été très, très long. En fait, dans les années 70, il y a la fin du système de Bretton Woods, c'est-à-dire de l'étalon or pour le dollar et puis du régime de parité fixe entre les monnaies. Mais progressivement, très progressivement, on va libéraliser la sphère financière dans les années 80. Et puis ensuite, à partir de la fin de l'Union soviétique, la fin du bloc de l'Est, et des régimes communistes, la mondialisation va s'accélérer et
on va vraiment arriver à un régime qu'on peut vraiment qualifier de néolibéral, finalement, qu'à la toute fin des années 90. Alors moi, j'ai mis comme terme, mais bon, l'abrogation définitive de la loi Stigl Act, de la loi Stigl, euh, oui, qui séparait les banques de dépôt des banques d'affaires et qui était un héritage justement des Trente Glorieuses et du New Deal. Donc, quand en 1999, Bill Clinton l'abroge, voilà, on peut dire que, mais c'est même pas vrai parce qu'il y a encore des nouvelles choses. Le marché de l'électricité, ça va être les années 2000. Le néolibéralisme, en fait, voilà, c'est toujours un processus en quelque sorte. Il n'est jamais vraiment complètement terminé. Et Oui, puis parce après, que il y a tu donnes plein d'exemples en disant, on voit ici que ces principes sont toujours très vigoureux. Tu donnes des exemples d'affaiblissement et en même temps des exemples qui montrent qu'il reste quand même tout à fait oui, d'accord. parce qu'il est toujours dans les têtes, mais dans les faits, c'est là que je vais venir. Dans les faits, il y a un prix qui n'est plus du tout régulé par le marché, qui est le taux d'intérêt. Alors là, c'est là, ça, enfin, ce que j'ai essayé d'être original dans mon travail, c'est de réécrire la crise financière de 2008 et de montrer que ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire les politiques des banques centrales qui sont mises à racheter notamment des titres de dette publique sur les marchés financiers, j'ai voulu montrer que ce rachat de titres de dette publique n'était pas du tout lié au sauvetage du système financier, mais au sauvetage de la capacité des États à emprunter. Et derrière, de la capacité de l'ensemble des acteurs privés à emprunter à bas coût. C'est-à-dire que le vrai objectif des politiques de quantitative easing, donc d'assouplissement quantitatif, des politiques de la Banque centrale, c'était de manipuler les taux d'intérêt à long terme. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que je suis allé voir sur le site de la BCE, mais je n'étais pas allé faire quand j'ai écrit le livre, mais elle le dit explicitement. Elle dit le but de ces politiques, c'est d'agir et de baisser les taux d'intérêt pour relancer l'activité. Et quand on fait ça, pour moi, on enfonce un coin énorme dans l'idéologie néolibérale. C'est-à-dire que si l'idéologie néolibérale, c'est les prix doivent émaner des rapports de force de l'offre et de la demande, eh bien, quand la Banque centrale intervienne, quand toutes les banques centrales interviennent pour faire baisser les taux d'intérêt, elles sont plus du tout, elles sont dans la manipulation du marché, elles sont plus du tout dans la logique néolibérale. Et en fait, ce basculement, il s'est fait par la force des choses, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'était ça ou le chaos financier. Et puis, on s'y adaptait. Et puis, finalement, on ne trouve pas si mal. Pas ça si mal. Et puis maintenant, quand il y a l'explosion des prix du gaz, l'Union européenne commence à dire que ça serait bien qu'on régule les prix du gaz, qu'on fasse en sorte que Poutine ne puisse pas vendre son pétrole aussi cher. Ça serait pas mal qu'on soit un peu indépendant dans la production de batteries. Et ça veut dire, je n'ai pas dit souverain, David, hein, parce que j'ai entendu ton émission de tout à l'heure. Tu as bien distingué l'indépendance de la souveraineté. Tu as tout à fait raison. Donc, tout ça relève pour moi d'un État qui devient beaucoup plus interventionniste dans les faits. Même si l'idéologie, elle, n'est pas disparue. On continue de penser qu'il faut absolument être gentil avec les agences de notation, sinon les taux d'intérêt vont augmenter et on va être sanctionné par les marchés. C'est ça qui est bizarre d'ailleurs, parce que Macron croit encore que les marchés peuvent faire exploser la dette française, alors même que la BCE est là, derrière, et qu'elle va forcément peut-être pas, mais en tout cas, si la France devait faire faillite, ça serait une telle crise que la Banque centrale européenne ferait en sorte que ça ne fasse pas faillite. Et donc, il y a une espèce de, de bizarrerie, c'est une forme de dissonance cognitive où on pense et on dit, et je crois qu'on pense sincèrement chez les élites gouvernantes, hein, que les marchés financiers déterminent les taux d'intérêt auxquels la France emprunte, et donc il faut être gentil avec les agences de notation. Et en même temps, la réalité des politiques monétaires, c'est que si jamais les taux d'intérêt devaient augmenter trop fortement, par exemple en Italie ou dans d'autres pays fragiles en Europe, la BCE réinterviendrait pour éviter la faillite systémique. Parce qu'en fait, le traumatisme de la crise 2008, il est énorme. C'est-à-dire qu'on a failli perdre l'épargne du monde entier. C'est-à-dire que s'il y avait une crise systémique aux États-Unis, qui a été empêchée, mais qui aurait pu arriver si justement les banques centrales n'avaient pas fait quelque chose, eh bien, toutes les banques faisaient faillite et ça veut dire que tout le monde perdait son épargne. C'était un great reset, là, un vrai. C'était un peu la fin vous savez, de Fight Club, là. Il va faire exploser tous les immeubles qui détiennent les relevés de compte du monde entier. Et c'est ça une crise systémique. Et ça fait peur, évidemment, à tout le monde. Et donc, pour empêcher ça, eh bien, on a fait intervenir les banques centrales. Mais si jamais un État comme l'Italie devait faire faillite, faire défaut, ça serait la même chose. Il y aurait toutes les banques du monde entier qui feraient faillite immédiatement. Et donc, on ne peut pas laisser l'Italie faire faillite. Et donc, on est obligé
de faire en sorte que ces taux d'intérêt ne soient pas trop élevés. Et il y a une forme d'hypocrisie aujourd'hui à nous dire oui, oui, les marchés financiers sont. Voilà, faut faire attention à nos dépenses publiques parce que les marchés financiers vont nous sanctionner. Oui, en partie, ils peuvent augmenter les taux d'intérêt de la France de 1 ou 2%. Mais si la France se trouvait avec des taux d'intérêt à 20% comme la Grèce en 2011, ça serait immédiatement, même avant cela, même, ça serait immédiatement la faillite systémique et l'effondrement de tout le système capitaliste financier. Et ça, voilà, on ne peut pas le faire. Donc, on ne peut pas laisser les marchés faire n'importe quoi. Donc, on est obligé de les contrôler. Et donc, on est sorti du néolibéralisme. David, l'autre David, Oui, alors, Monsieur le Président. j'aurais effectivement une question à On poser. t'entend mal, David. Enfin, en tout cas, je t'entends mal. Vous m'entendez pas? Si. C'est bon? Si, un peu, ça va. Voilà, c'était par rapport au libéralisme politique. Est-ce que aujourd'hui le néolibéralisme n'est pas devenu antinomique avec, le libéralisme politique? Je m'explique. On a vu d'ailleurs, même dès les années 70 au Chili, que un régime autoritaire pouvait s'accompagner de recettes qu'on a connues ensuite dans nos contrées. Les recettes néolibérales. Je crois que c'est l'école de Chicago qui assistait Pinochet au Chili. Tout à fait. Mais alors, pour revenir chez nous et sans aller jusqu'à la situation de Pinochet, moi j'ai l'impression quand même de plus en plus que quand on entend Jean-Claude Juncker dire qu'il n'y a pas de démocratie en dehors des traités, et les traités sont en base néolibérale, ou lorsque l'Union européenne généralise, mais ça peut-être que tu seras un peu moins d'accord, généralise le pass vaccinal dans l'Union européenne, on est vraiment dans l'antinomie avec le libéralisme politique. De même, on a eu ces jours-ci par rapport à Twitter, on nous parle d'information, de lutter contre la désinformation. Donc on nous explique qu'il faut lutter contre les fake news et on n'est pas loin du ministère de la Vérité de Orwell. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le néolibéralisme n'est pas devenu l'ennemi du libéralisme politique tel qu'on l'entendait et sur lequel on a fondé notre contrat social il y a 200 ans? Merci pour ta question parce que je la trouve très pertinente. Et même, j'irai plus loin. Le néolibéralisme est contradictoire au libéralisme tout court, en général. Et ça c'était l'objet, c'est la thèse de mon prochain livre qui un jour sera écrit. Je vous ai dit, le prochain livre, ce sera le néolibéralisme managérial. Or, le néolibéralisme managérial, eh bien, il implique une contrainte extrêmement forte, très forte sur les gens. C'est pour ça que les gens font des burn-out aujourd'hui. Et cette contrainte, eh bien, elle s'oppose à une autre forme de management qui serait, eh bien, écoutez, voilà, vous avez un budget, vous avez une mission, faites au mieux. Ça, vous avez un budget, vous avez une mission, faites au mieux, c'est du libéralisme. C'est du libéralisme vrai. C'est-à-dire qu'on donne aux gens la capacité de s'épanouir dans quelque chose, dans une activité. Alors bien sûr, dans une entreprise, les gens ne sont pas totalement libres. Voilà, ils ont une mission quand même, ils doivent remplir un objectif. Mais l'objectif, il est constaté a posteriori, en quelque sorte. Les grandes entreprises, avant la période néolibérale, elles fonctionnaient essentiellement comme ça. Il y avait certes des chefs qui accompagnaient les gens, mais ce qui était au cœur du fonctionnement d'une entreprise, c'était un a priori de confiance. Vous avez une mission, vous avez un budget, voilà, faites au mieux. Dans l'université, la recherche, c'est exactement ça. On finançait les laboratoires de recherche, on donnait chaque année un montant global à dépenser, et puis on les laissait libres de s'organiser entre eux pour dépenser cet argent et faire des missions de recherche. Alors bien sûr, ce système libéral, il n'était pas forcément exempt de tout défaut, parce que après, l'État disait, mais bon, j'ai financé votre recherche, vous avez fait quoi de ces financements? Puis parfois, on avait ce qu'on appelait à l'époque
des mandarins qui captaient l'argent, parce que bien sûr, dans les laboratoires de recherche, il ne fallait pas croire que tout le monde était égal, hein, et donc, il pouvait y avoir des gens qui s'accaparaient plus d'argent que les autres. Donc, les rapports de pouvoir existaient et les injustices existaient. Et en fait, le néolibéralisme managérial, eh bien, ça a été de dire, eh bien, maintenant, on va rationaliser tout ça. Et on va rationaliser tout ça en vérifiant que les projets soient bien pluridisciplinaires. Donc, il va falloir, pour avoir l'argent pour travailler, il va falloir monter un projet. On va sélectionner les projets, les meilleurs. Et puis, alors, bonjour, je vous présente Igloo, voilà. On va sélectionner les meilleurs projets et puis ensuite, on va vérifier que vous avez bien fait ce que vous avez fait. Et donc, tout ça crée des procédures bureaucratiques extrêmement fastidieuses au nom de la gouvernance, au nom de la capacité à savoir ce que les gens font sur le terrain. On a multiplié tout un ensemble d'obstacles administratifs. Et ça, c'est plus du tout du libéralisme en réalité. Parce que le libéralisme, c'est finalement, je peux faire ce que j'ai envie de faire le mieux possible. Alors, ce que j'ai envie ou ce qu'on me demande de faire, hein, parce que bien sûr, le libéralisme a une composante. Enfin, faut comprendre, quand on est dans une entreprise, on ne dit pas chacun fait ce qu'il veut. Ça n'a jamais été le cas. Mais la manière d'arriver à un résultat pouvait tout à fait être organisée librement. Pendant le 19e siècle, les ouvriers étaient payés à la tâche. Et ça, c'était intéressant parce que la tâche, ça voulait dire ils pouvaient faire le travail comme ils voulaient. Maintenant, évidemment, ça veut dire que s'ils étaient plus lents, ils étaient moins bien payés puisque ils étaient moins rapides et donc ils faisaient moins de tâches. Le nouveau management, le taylorisme, ça a été la rationalisation. Et on est encore aujourd'hui dans des systèmes de rationalisation, mais qui sont extrêmement poussés, qui fait qu'on ne fait plus confiance à personne. Et ça, pour moi, c'est l'antithèse du libéralisme, en fait. Et on peut aussi considérer que la manière de mettre en œuvre les rapports de marché, c'est d'organiser des rapports de pouvoir, où on a des dominants, des dominés, et où, à la fin, on ne peut pas dire que les gens sont libres. Et donc, le libéralisme de marché, ce néolibéralisme qui vise à organiser la société selon le marché, c'est plus pour moi du tout du libéralisme. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les vrais libéraux, Adam Smith, John Stuart Mill, par exemple, c'était des gens qui connaissaient les limites du marché. John Stuart Mill, il expliquait qu'il fallait obliger les parents à éduquer leurs enfants parce que l'émancipation, ça passe par l'éducation. Il disait qu'on pouvait tout à fait taxer les héritages pour aller vers une société plus égalitaire, parce que l'égalité, c'est aussi une valeur du libéralisme, puisque les gens sont d'égale dignité dans le principe libéral. C'est ça qui est au cœur du libéralisme en général. Voilà, donc pour moi, le néolibéralisme, c'est une manière d'organiser la société à partir du marché, et c'est contradictoire avec l'émancipation qui est l'objectif du libéralisme tel qu'il a été conçu par Smith, par John Stuart Mill et par tous les auteurs libéraux classiques. Alors David, je reviens sur quelques points suite à tes développements très intéressants. Est-ce que finalement, on peut expliquer l'individualisme de nos sociétés, puisque tu évoques la question de l'émancipation? On est passé dans une période où l'émancipation est conçue comme individuelle, où l'individualisme n'est plus une attitude personnelle, un égotisme, mais une valeur en soi, c'est-à-dire l'épanouissement personnel est l'objectif recherché par des diverses méthodes. Est-ce que cet individualisme qui a des racines en mai 68, par exemple, dans toute cette période, enfin ça part même d'un peu de la Californie dans les années 60 aux États-Unis, mais en France, ça s'exprime par le mouvement de mai 68, avec des mouvements pas forcément similaires, mais en tout cas des mouvements de société comparables dans les années 70. Est-ce que cet individualisme-là alors, il s'est extrêmement bien marié à la société de marché, puisque finalement, l'individu est devenu à la fois un consommateur et puis un auto-entrepreneur de lui-même, et trouve sur le marché de quoi satisfaire, pense-t-il, son épanouissement individuel. Mais est-ce que cet individualisme, qui est assez évident, qui est un des éléments les plus fondamentaux dans l'évolution de nos sociétés depuis 50 ans,
est-ce qu'on peut vraiment le raccrocher au néolibéralisme? Est-ce que le néolibéralisme permet d'expliquer cette évolution de la société? Alors, en fait, je ne crois pas. Je pense que c'est deux choses différentes. D'abord parce qu'on voit bien que l'individualisme, comme tu le dis, il apparaît avant le néolibéralisme. Ensuite, parce que pour moi, il est la conséquence de la richesse, en fait, de la croissance économique. Et c'est-à-dire que quand les gens deviennent, quand les sociétés deviennent plus riches, eh bien, elles vont, j'ai envie de dire, mécaniquement. En fait, euh, les inégalités organisent, les très fortes inégalités organisent, comment dire, une forme de société hiérarchisée, figée, où la capacité d'agir est très faible. Quand, dans les années 50 et 60, on voit l'apparition des classes moyennes et tout d'un coup, plein de choses qui s'ouvrent, eh bien, ça va nourrir l'individualisme. Donc, l'individualisme, pour moi, a des causes matérielles d'enrichissement des individus. Le néolibéralisme aurait très bien pu ne pas exister. Alors, il peut très bien exister dans une société où les gens ne sont pas émancipés, parce qu'on le voit d'ailleurs dans certaines sociétés en voie de développement. Le Chili des années 70, l'expérience néolibérale du Chili, ce n'était pas une société très égalitaire où les gens étaient très émancipés. Et je ne pense pas que les gens étaient même très individualistes, en fait. Et de la même façon, on peut tout à fait concevoir, en tout cas j'espère, une société un peu individualiste, parce que je pense qu'il en faut, d'individus émancipés, mais qui ne soient pas du tout néolibérales. Voilà, donc je crois que ce sont deux phénomènes alors, qui peuvent se nourrir l'un l'autre. Je pense que quand on est néolibéral, on va mettre en avant l'individualisme, le pouvoir de consommation individuelle, etc. C'est clair. Mais je crois que c'est deux phénomènes qui sont différents. Juste, je complète avant de repasser la parole à mes petits camarades. Je reviens un instant sur l'immigration. Tu as dit finalement, il ne reste plus que ça et que le fait que la politique économique et sociale soit largement orientée, voire déterminée, fait que les enjeux politiques finalement se déplacent vers l'immigration ou vers la question identitaire, et que par ailleurs, l'immigration et la question identitaire ont partie liées de façon assez étroite avec le néolibéralisme. Je ne suis pas totalement sûr. Je pense que c'est une partie de la réponse, mais je ne suis quand même pas tout à fait sûr. Évidemment qu'il y a des phénomènes dans le rejet de l'immigration. N'oublions pas qu'en France, on a plus de 60% des gens qui sont sondés qui répètent depuis 10 ans qu'il y a trop d'immigrés en France. Et quand je dis 10 ans, je pense que ça doit être un petit peu plus que ça. Mais il y a quand même la question des modes de vie, la question notamment des rapports hommes-femmes, qui est une question anthropologique et culturelle. Je crois qu'Emmanuel Todd a pu en parler dans certains de ses ouvrages, qui ne me semblent pas réductibles Oui. à une question économique, quand bien même ça y participe. Et quant au moteur de l'immigration, enfin de l'émigration, ils sont bien entendu économiques en bonne partie, mais ils ne le sont pas seulement. Et donc, je ne suis pas sûr que le néolibéralisme permette de comprendre cet élément-là qui est quand même assez puissant quand même dans le vote. Tu as raison sur le fait que le mondialisme mélange sous un même chapeau la globalisation économique et la mondialisation migratoire. Tu as tout à fait raison. Néanmoins, quand même, le critère ou la motivation anti-immigration est quand même particulièrement forte dans l'électorat de ces populismes de droite, du Rassemblement national en France en particulier. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, en fait, mon propos, c'était surtout de dire pourquoi les gens n'ont plus confiance en l'État. Il y a deux choses, d'ailleurs, à ce niveau-là qu'il faut distinguer. L'explication est très bonne, je trouve, pour l'abstention. En revanche, sur l'immigration, je suis moins convaincu. Oui, mais justement, non, en fait, je veux juste dire, par exemple, le sentiment anti-immigré, pour moi, il n'a rien à voir avec le néolibéralisme. Enfin, clairement, il vient d'autre chose. Mais, par exemple, la théorie du grand remplacement, pour moi, elle n'a de sens que si on croit que nos gouvernements sont là contre nous. Voilà. Que si on n'a aucune confiance dans les gouvernements et dans les élites. Et pour moi, c'est ça le populisme, c'est la défiance vis-à-vis des élites. Et pourquoi on n'a plus confiance vis-à-vis des élites? Ce n'est pas à cause des immigrés, en fait. Je crois que c'est à cause du fait que les politiques économiques, depuis 30 ans, on a l'impression qu'elles sont faites contre les citoyens. Et ça, c'est la conséquence du néolibéralisme.
Donc, pour moi, le fond du problème, c'est la défiance. Et la défiance va s'incarner dans des théories bizarres comme voilà, euh, les théories un peu folles qu'on peut avoir parfois, y compris d'ailleurs parfois que peuvent soutenir certains souverainistes, et c'est un des problèmes aujourd'hui. Mais ça s'incarne dans plein de choses différentes. Et par contre, évidemment, le sentiment, comment dire, de crainte vis-à-vis des immigrés, il relève de toute autre chose. Il relève d'une expérience parfois personnelle. Je veux dire, on est en bas de chez soi et puis on voit des gens voilà, qui traînent dans les cours d'immeubles. Et c'est des choses où le sentiment d'insécurité ne relève pas pour moi du néolibéralisme non plus, d'ailleurs. Mais par contre, la défiance vis-à-vis des gouvernements, oui, elle a une part importante qui sont liées aux politiques néolibérales. Ça, j'en suis absolument persuadé. Ouais, Voilà. je comprends. Vera, David? Vas-y, Vera. Oui, non, mais moi j'ai une question sur la conclusion. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant, mais Si tu veux partir sur la conclusion à la fin, il vaut mieux que je le fasse la avant. conclusion du livre de David. D'accord, alors je vais commencer alors. Déjà, par rapport à la question du management néolibéral, juste avant de poser ma question, je voulais faire référence à un livre qui a été écrit dernièrement par une consoeur de Marianne, qui s'appelle Violaine de Courrières et qui s'appelle le management totalitaire, et qui traite beaucoup de ces sujets-là. Effectivement, aujourd'hui, par exemple, un employé de banque qui prenait même un directeur de banque, d'agence bancaire, qui prenait des décisions il y a encore 5 ou 10 ans sur le crédit d'une entreprise locale, aujourd'hui, il n'a plus la main. Parce que c'est l'ordinateur qui lui dit s'il a le droit ou pas d'accorder le crédit. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, c'est quelqu'un qui a monté tous les échelons il arrive directeur d'agence bancaire à 40 ans, ou à 45 ou 50 ans, et puis tout d'un coup, il a moins de marge de manœuvre en étant directeur qu'il y a 15 ans quand il était un conseiller commercial. C'est tout à fait vrai. Les gens, ils deviennent fous, quoi. Et c'est pas seulement dans les agences bancaires. Alors là, en plus, c'est très marquant parce que c'est dans l'entreprise privée. C'est pour ça que je donne cet exemple, parce que c'est même pas dans la fonction publique. Dans la fonction publique, évidemment, c'est encore pire. Moi, je connais très bien ça dans l'administration dans laquelle je travaille. Moi aussi. Voilà. Donc, mais nous, on a plus de liberté que vous. Heureusement pour nous, mais voilà, c'est assez impressionnant. Alors, en revanche, je voulais revenir quand même sur la question du populisme. La question du Rassemblement national. Il faut faire la différence entre le Rassemblement national et Reconquête. Parce que vous avez votre discussion, Philippe et toi, justement, vous avez abordé ces sujets par rapport à l'immigration. Le Rassemblement national, et là peut-être que je vais pouvoir arbitrer en faveur de l'un par rapport à l'autre, mais le Rassemblement national, il traite de tous les sujets, il traite des 4 libertés. Alors que Reconquête ne traite que de la question d'immigration. Et en plus, alors que Éric Zemmour, pendant 20 ans, était sur les 4 libertés de circulation, marchandises, marché unique, hommes, et puis le dernier des services. Voilà. Maintenant, il est totalement seulement dans l'histoire de l'immigration. Et en plus, il a complètement viré sa cutie par rapport au sujet économique, puisqu'aujourd'hui, il est même défendu la réforme des retraites. Il a aussi, par rapport au protectionnisme, il ne parle pratiquement plus de protectionnisme, Éric Zemmour. On a parfois même l'impression que des gens de Renaissance sont plus protectionnistes que lui. Quand on compare, c'est frappant. C'est frappant. Donc, peut-être que effectivement, Reconquête ressemblerait un petit peu plus au populisme que tu as décrit, mais pas du tout le Rassemblement national. Rassemblement national, d'ailleurs, Zemmour lui reprochait
lui a reproché pendant toute la campagne, il lui reproche encore aujourd'hui. Il dit qu'elle est à gauche parce qu'elle parle d'économie. C'est frappant. Et d'ailleurs, c'est une critique qu'il a fait à l'époque quand vous avez sorti votre livre Oui, toi, sur la fin de l'Union européenne. C'était exactement la critique on, qu'il vous faisait. on a eu une recension, hein, la fin de l'Union européenne, c'est Éric Zemmour qui nous a critiqué parce que on était justement souverainiste sans penser l'identité. Et il disait, mais s'il n'y a pas d'identité, à quoi ça sert d'être souverainiste en quelque sorte? C'est à relire d'ailleurs, parce que c'est là où moi aussi je pensais que Zemmour était souverainiste, en 2017, hein, et je me suis dit, mais en fait, ce mec, il n'est pas du tout souverainiste, c'est un guignol, pardon, mais au fond, Non, mais en fait, il est c'est plus. ça que ça montrait, en fait, déjà à cette époque. En fait, il n'est plus souverainiste depuis 2010. Ah ouais, ça C'est fait un bout de temps. Ouais. le livre qu'il a écrit en 2010 s'appelle Mélancolie française. Je crois que je dois comment l'évoquer à la fin de mon intervention sur la souveraineté, l'Europe et le peuple. Mais effectivement, dans Mélancolie française, il rejoint quasiment le discours d'Alain Minc sur la France trop petite. Euh, et, euh, et, Ouais. et finalement, il passe par-dessus bord la souveraineté et il commence vraiment à insister beaucoup sur la question démographique. Alors, non pas que Et les je peux me questions permettre démographiques n'aient pas juste, David, d'importance. avant que David Kellard réponde, je sais bien que dans l'électorat populaire, ce n'est pas que la question de l'immigration qui compte. Enfin, on avait publié un petit ouvrage qui s'appelait Le Descenseur social en 2006 et qui montrait parfaitement que justement la question sociale, disons pour aller vite, et des services publics, la question sécuritaire, la question des échecs de l'intégration, étaient étroitement connectés dans le vécu et dans les expériences des milieux populaires. Et donc, évidemment que Marine Le Pen répond beaucoup mieux, 1000 fois mieux, à ces expériences des vécus populaires que Éric Zemmour, qui tient un discours pour CSP+. Et d'ailleurs, qui fait ses Pour le meilleures dire voix à très vite, Versailles. et qui fait C'est- ses réunions à Versailles. Donc, Et dans parfaitement le bloc d'accord. balnéaire. Je suis parfaitement ouais, d'accord avec toi. Il n'en mais demeure pas moins, avant que David reprenne qu'il y a une spécificité quand même du discours anti-immigré ou de critique de l'immigration. Voilà, c'était juste ça que je voulais. mais y compris chez certaines personnes de gauche qui votent à gauche. D'ailleurs, c'est bien ce qu'a essayé d'expliquer Ruffin, Roussel ou autres. Il y a une insécurité migratoire qui dépasse vraiment les frontières de l'extrême droite. Et moi, je Absolument, suis il y a d'accord avec 50%, ça. Hein. des, Bah ouais, 50% de l'électorat de gauche considère, non, peut-être 40, considère qu'il y a trop d'immigrés en France. Hein, voilà. donc, Et on parle de l'électorat de gauche, donc c'est-à-dire déjà socialement, c'est plus les ouvriers déjà. Hein. non. Mais alors, non, pour répondre mais très rapidement à David, moi je ne qualifie pas les partis politiques et les mouvements politiques de populisme ou non, parce que je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas un politologue et c'est pas mon rôle. En fait, pour moi, quand je parle de populisme, je parle d'un état d'esprit général. Je parle d'une défiance institutionnelle qu'on ressent dans la population, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus confiance dans les institutions. Ça, en fait, en soi, c'est pas du populisme, mais c'est le terreau du populisme. Donc, mon bouquin, en fait, il cherche juste à expliquer le précédent, le populisme et le néolibéralisme. Il cherche juste à expliquer pourquoi est-ce que les gens n'ont plus confiance dans les institutions. En fait, c'est ça. Et en fait, le populisme en lui-même, c'est pas ça qui m'intéresse vraiment, en fait. Hein. Donc, je sais pas si on peut dire que Zemmour ou Marine Le Pen sont plus ou moins populistes. D'ailleurs, je me demande si ceux qui ont vraiment plus confiance dans le gouvernement, ils vont voter Zemmour ou Le Pen. Moi, je crois qu'ils vont plutôt voter Le Pen, en fait. Parce Bien sûr. qu'elle apparaît plus radicale. D'ailleurs, les gens de Versailles qui votent Zemmour, qui sont plutôt, ils n'ont pas envie de faire la révolution, ils n'ont pas envie de tout casser en fait. Ils ont juste envie, c'est juste des fachos de base quoi. Alors que ceux Non, qui pas votent Le Pen, forcément, pas forcément. c'est un vote de défiance. C'est un vote qui disent bon, il faut, comment dire, on a tout essayé, on a essayé la gauche, la droite, le centre. Voilà, ça marche pas, on n'est pas content, on n'est pas satisfait par rapport à nous. Et ils ont l'impression qu'il faut changer les têtes parce que, et encore, ces gens-là, ils continuent de voter, donc ils ont encore un minimum de confiance en quelque sorte dans le système. Hein, parce que ceux qui n'ont plus aucune confiance en rien, ils vont même plus voter. Et d'ailleurs, l'abstention qui progresse, j'ai même envie de dire la natalité qui baisse, je reviens encore sur ce que dit Vera, c'est aussi les symptômes d'une défiance vis-à-vis de la société en général. En fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Après,
la manière dont cette défiance va s'incarner politiquement, ça dépend des circonstances. Les gens vont être un peu attrape-tout. Ils vont soutenir Zemmour au moment où il va commencer à être médiatiquement important. Puis ensuite, ils vont dire non, finalement, c'est pas lui. Ils vont soutenir Didier Raoult en mars 2020. Ils vont faire le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement pour moi qui incarne aussi une forme de défiance institutionnelle. Ils vont voter Mélenchon, parce que lui aussi, il incarne une forme de populisme, hein, et il incarne aussi une défiance. La police tue, la justice est là pour le faire taire, etc. Et donc le populisme, il va s'incarner politiquement de plein de façons différentes. Mais en fait, le populisme, pour moi, ici, encore une fois, c'est un populisme social, c'est un état d'esprit social. C'est pas un mouvement ou un leader en particulier. Voilà, c'est juste une explication de ce que j'ai voulu faire, parce que je n'ai pas les compétences pour dire cette personne est populiste ou non, en fait. À la limite, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Mais je pense que ta définition du populisme, qui est minimum, est encore la meilleure. C'est-à-dire que de partir du principe que le populisme, c'est le sentiment ou la conviction que le système joue contre nous et que la classe dirigeante, médiatique, économique et politique, et surtout politique, joue contre nous, me paraît être le point fondamental. Qui après, c'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est des livres que je cite. Hein. Je préfère le dire. Voilà. Non, bien sûr, bien sûr. Alors en même temps, moi, par rapport à votre définition, je crois que je serais vraiment entraîné dans la tente du populisme, parce que j'ai vraiment l'impression que depuis une trentaine d'années… Mais on n'est pas, tu ne peux pas être populiste, toi, en tant que personne. C'est ça que je veux dire. Non, tu peux ne pas avoir confiance dans les institutions. Voilà, parce que… Par ailleurs, tu ne vas pas peut-être jusqu'à vouloir tout casser, parce que tu as une famille, tu vois, tu es propriétaire, tu as un grand jardin. Donc, tu vois, le fait d'incarner la défiance dans un vote révolutionnaire… Hein. Non, je crois que moi, le déclic pour moi, ce serait qu'on renomme, pour que je devienne vraiment violent, ce serait qu'on débaptise le Stade Bonal et qu'on lui donne un nom de société d'assurance, comme on le fait dans certains stades. Là, je crois que je pèterai un plomb complètement. Mais, en passant, populiste, c'est pas des gens qui sont dingues. Moi, j'ai manifesté avec les Gilets jaunes, d'ailleurs, sans doute toi aussi. Hein, j'ai mis mon gilet jaune, j'ai été dans les rues d'Angers, et parce que je trouvais ce mouvement vraiment intéressant et important. Donc, quand je parle de mouvement populiste ici, c'est vrai, le mouvement des Gilets jaunes est populiste, mais je trouve que c'était un mouvement qui incarnait, en particulier au début, voilà, quelque chose qui était important politiquement. Et Coralie a été avec moi. Elle aussi était à fond derrière ce mouvement, parce qu'en fait, le mouvement, comment dire, il s'appuyait sur une défiance institutionnelle, mais aussi il a crié au toit, il a crié aux gens, il disait regardez, vous faites n'importe quoi. Et c'est important parfois que le peuple se lève et dise arrêtez de faire n'importe quoi, arrêtez de nous prendre pour des débiles. Et c'était un peu ça, c'est un mouvement pour la dignité pour moi, le mouvement des Gilets jaunes. Et du coup, quand je parle de populisme, j'y mets aucun affect péjoratif. Voilà, moi je suis plutôt un type bien installé, je suis professeur d'université, enfin bon voilà, et pourtant j'étais avec mon gilet jaune. Et j'étais content d'y être. Voilà. Donc, c'est pas le populisme, c'est juste quand on a l'impression que les institutions dysfonctionnent, on n'a plus confiance en elles et on veut changer les choses et on trouve des moyens de le faire. Parfois, c'est des mauvais combats, comme le fait de refuser de se faire vacciner. Et puis parfois, c'est des bons combats, comme le fait de demander, de manifester pour demander la justice sociale. Voilà, On est bien d'accord que le populisme ne devrait pas être un terme péjoratif, et que le fait que le populisme devienne une notion disqualifiante, c'est une façon dont la classe dirigeante s'est servie pour éviter de s'en mettre en cause et ne pas avoir à s'en mettre en cause, en considérant qu'elle seule détenait la bonne conception du bien commun et de la façon dont la France devait évoluer. Le populisme sert à disqualifier, mais en réalité, la réaction populiste est bien une réaction qui devrait interroger et obliger à se remettre en cause les classes dirigeantes ou la classe dirigeante. Donc le populisme n'a pas à être une notion péjorative, c'est plutôt un symptôme.
C'est plutôt Oui, un puis de toute symptôme. façon, c'est une description de l'état de la société. Donc, pour moi, une Absolument. description scientifique de l'état de la société n'a pas à être bonne, mauvaise, ou voilà, on essaie d'expliquer ce qui est, quoi. En tout cas, c'est ce que j'essaie. En fait, j'essaie vraiment de. Mes livres sont des livres de sciences sociales. J'essaie de comprendre la société, son dynamisme, sa manière de fonctionner. Et puis, voilà. Et l'économie était pour moi la porte d'entrée. Mais bien sûr, l'objectif n'est pas de faire de l'économie ou de parler que d'économie. Vera, peut-être pour la dernière question ou la question conclusive, s'il peut y en avoir une. Non, il ne peut pas y en avoir une, mais vous intéressez beaucoup au populisme et moi, je m'intéresse surtout à la chute. Voilà, c'est la chute qui m'intéresse. Donc, j'ai une question sur la conclusion du livre Déclin et chute du néolibéralisme. On avait discuté de cette Enfin, conclusion qui est une D'ailleurs, grande. je le montre. Ah, Oui. mais c'est à l'envers. Oui. Non, C'est non, malin, ça ça. va. Non, non, là, on l'a bien vu. Tu le vois à Qui est l'endroit, une... toi? Moi, je le vois à Oui, l'envers. moi, C'est je le vois normal. à C'est l'endroit. normal. Ouais. Ah, d'accord. Euh, Donc, qui est une longue conclusion dans laquelle tu as mis beaucoup de choses et des choses très intéressantes. Tu essaies d'envisager dans la conclusion des scénarios euh, de futur, des scénarios, qu'est-ce qui va suivre cette chute du néolibéralisme avec différentes variantes que tu envisages, ce que tu as mentionné tout à l'heure, le retour vers des formes différentes, certainement, mais qui auraient peut-être quelques ressemblances avec des formes passées. Tu parles d'un néo-féodalisme, enfin, des formes néo-féodales du capitalisme, ou un effondrement institutionnel, voilà, des formes plus ou moins désirables, plus ou moins hybrides d'avenir. Et à partir de ces scénarios, tu proposes des pistes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en gros, pour que les choses se passent le mieux. Et en fait, c'est sur ces pistes que je voudrais poser une question. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui, à mon sens, sont les plus fondamentales. Tu dis qu'il faudrait réussir à résoudre euh, l'urgence climatique et la crise des ressources, en réalisant une véritable bifurcation écologique de l'économie, ce qui présuppose une transformation très profonde du système productif. Et puis, bon, après, tu parles du rôle de l'État et du marché, donc tu dis qu'il faudrait réussir à réencastrer l'économie dans la démocratie, dans les institutions d'État, là où elle a été désencastrée, où elle a pris non seulement une autonomie, mais peut-être l'ascendant sur la politique. Bon, et alors, ça, ce sont des chantiers absolument colossaux. C'est-à-dire que oui, lorsque tu les formules, ces principes, ils semblent couler de source, on voit très bien leur utilité. Mais alors, quelle serait la voie concrète pour parvenir à réaliser ces transformations? Parce que c'est des transformations révolutionnaires quelle piste concrète d'action tu peux voir dans notre monde d'aujourd'hui, donc où tu observes ce déclin du néolibéralisme et que tu entrevois ces scénarios du futur, pour appliquer ces principes que tu lances dans la conclusion? Oui, eh bien, écoute, c'est très compliqué à répondre. Puis on va pas avoir beaucoup de temps, mais je Non, voudrais mais déjà dire que, effectivement, d'abord, la première chose que je voudrais dire sur la conclusion, c'est que j'ai commencé par parler des scénarios noirs. Parce que la vérité, c'est que la fin du néolibéralisme, ça va pas être la fête du slip pour tous. Ça sera sans doute un monde plus dur. En particulier parce que, et c'est un peu, là on se rejoint parce que ton livre aussi, il est assez pessimiste en fait, hein. Le mien, il l'est aussi parce que dans un monde de ressources limitées, qui deviennent plus rares, dans lesquelles la croissance, on le voit, elle s'affaiblit structurellement depuis 40 ans, dans lesquelles les tensions politiques sont extrêmement fortes, en particulier à cause du néolibéralisme et de ses effets sur la défiance, hein. Quand on n'a plus d'État, quand on n'a plus confiance en l'État, eh bien, du coup, on l'empêche d'agir. Or, l'État, c'est le seul moyen qu'a le peuple pour pouvoir agir sur son destin. Les gens ne comprennent pas d'ailleurs ça parfois. Parfois, ils sont anti-État en disant ah, l'État nous ment, l'État nous en veut, l'État nous prélève des impôts, etc. Mais si vous supprimez l'État, alors ça va être pire. Parce que là, il n'y aura plus personne pour vous protéger, à part justement le plus fort d'entre vous. Je veux dire par là que quand les institutions se délitent, la conséquence logique à ça,
c'est pas un État, comment dire, un paradis d'égalité, de liberté, c'est du féodalisme. C'est pour ça que je parle de néo-féodalisme. Parce que le féodalisme, D'accord. c'est l'allégeance des faibles envers les forts pour que les forts les protègent en retour. Et ça, c'est dans une société qui se désinstitutionnalise, dans lesquelles les rapports de force s'affaiblissent, enfin, dans lesquels le droit s'affaiblit, eh bien, c'est le féodalisme qui va naturellement prendre le dessus. Et donc, moi, c'est ça qui me fait peur. Et c'est pour répondre à cette peur que j'ai essayé de développer des scénarios plus positifs. Et alors, la première chose que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il faut du marché. Quand j'ai dit la société de marché, ça ne fonctionne pas, ça détruit le pouvoir du politique à agir, je le crois sincèrement. Mais en même temps, le marché, c'est aussi un espace de liberté. Enfin, faut le dire aussi. C'est-à-dire que le libéralisme, encore une fois, pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut défendre contre le néolibéralisme. Donc, il ne faut pas dire supprimons les marchés, nationalisons toutes les biens de production, hein, toutes les entreprises, et puis voilà, faisons l'URSS. Voilà, aujourd'hui, ça serait attentatoire aux libertés fondamentales. Enfin, je le crois. Je ne crois pas que la solution de la nationalisation de toutes les entreprises, l'incapacité des individus à être des entrepreneurs, à faire des sociétés, je crois pas du tout que ça, ce soit un avenir désirable. Donc, il faut trouver un intermédiaire en quelque sorte. Il faut réhabiliter le rôle de l'État dans sa gestion, son contrôle de l'économie, mais un État qui soit démocratique, bien sûr. Et en même temps, il ne faut pas empêcher les individus qui veulent faire des choses de les faire s'ils le peuvent. Et donc, c'est cette espèce d'articulation complexe que j'ai essayé de décrire. Et alors, comment on y arrive? Malheureusement, je suis assez pessimiste là-dessus, hein. On ne peut y arriver que si on restaure une forme de confiance. Je veux dire, les individus dans une société, ils ne peuvent agir, je l'ai dit tout à l'heure, que par l'État, que s'ils ont confiance dans les institutions collectives. C'est ça qui fait qu'on vit une société, qu'on n'est pas des individus atomisés. C'est qu'on a des institutions qui nous lient entre nous. Des moments, alors ça peut être culturel, des fêtes. Par exemple, Noël, c'est une fête qui lie les sociétés occidentales, en particulier les Français, entre eux. Et puis il y a plein de choses comme ça. Mais il y a aussi d'autres choses plus formelles, les États, l'État, l'école, la police, la justice, etc. Tout ça fait que on a les outils pour prendre son destin en main. Or, les enjeux, les défis qui nous attendent sont considérables. Si on est privé de ces institutions pour agir, et la démocratie en particulier, on ne pourra rien faire. Et donc, la priorité pour ça, c'est de réhabiliter les institutions. Et pour terminer, c'est pour ça que j'en veux à Jean-Luc Mélenchon, en fait. Parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est un mec de gauche, a priori. Il devrait défendre les institutions, il devrait défendre le collectif. Et en fait, quand on l'entend, on a l'impression que la justice est pourrie, la police est pourrie, tout est pourri. Et le problème, c'est que quand on a cette attitude-là, à la fin, on ne peut plus rien faire, en fait. On ne peut plus, comment dire, organiser la force du collectif pour changer les choses. Donc, il faut réhabiliter les institutions. Il faut dire aux gens, non, mais respectez la loi, en fait. C'est hyper important de respecter la loi. Pourquoi c'est important? Parce que le jour où on a besoin d'organiser des régulations un peu plus strictes pour faire face aux pénuries, j'en veux à Mélenchon, par exemple, d'avoir soutenu les anti-vax de Guadeloupe. Parce que le jour où il y a un danger pour la société, il va falloir, comment dire, que les gens soient un peu respectueux voilà, des principes légaux. Et il va falloir on va avoir besoin de la police pour organiser la société, on va avoir besoin de la justice, on va avoir besoin des lois et de la République en général. Et quand la gauche, elle tape sur toutes ces institutions, elle se prive des capacités d'organiser ce qu'elle appelle aussi de ses voeux la planification écologique. Parce que la planification écologique, ça va être des contraintes. Voilà, donc pour répondre à ta question, la priorité, c'est de relégitimer les institutions. Alors bien sûr, ça peut pas être que Mélenchon, hein, parce que celui qui détruit le plus les institutions aujourd'hui, c'est Macron quand même, hein. C'est lui qui a délégitimé toute la Constitution de la Ve République, là, avec ce qu'il a fait sur la loi sur les réformes de retraite. Le Conseil constitutionnel, c'est lui-même auto-délégitimé, hein, en laissant passer des trucs énormes. Enfin bon, moi je pense que si les gens ils ont de moins en moins confiance, en tout cas si les gens ont de moins en moins confiance dans l'État aujourd'hui, c'est parce qu'il est dirigé par Macron. Hein, donc, c'est pas Mélenchon le vrai problème, hein, c'est d'abord Macron. Mais par contre, ce qui m'embête, c'est quand l'opposition elle a l'air de ne pas comprendre voilà, que l'enjeu, c'est de réhabiliter les institutions. Voilà. Si on commence par ça, après, peut-être qu'on pourra s'en sortir. Et sinon, si on continue à faire n'importe quoi,
s'en sortira pas. Et puis je sais pas ce qui se passera. Écoute, merci David pour tes interventions qui étaient très intéressantes et très enrichissantes. On va en arrêter là si vous le voulez bien. On en est à peu près à 1h20, c'est à peu près ce que durent nos émissions en général. On est allé un peu plus loin avec Vera, mais je crois on est allé jusqu'à 1h35, mais c'est vrai que les autres émissions, c'était plutôt 1h20. Donc, on va arrêter là. J'en profite avant qu'on rende l'antenne, comme on disait à l'époque à Cognac G, pour vous dire, si vous ne l'avez pas vu, que à midi, nous étions sur Sud Radio avec Vera, avec Philippe, avec Étienne Campion. Nous étions sur Sud Radio avec l'invitation d'Alexandre Devecchio. Et donc, si vous voulez aller voir cette émission, vous pouvez aller voir sur la page YouTube des Amis de Coralie Delhomme, parce que nous l'avons mis en ligne cet après-midi. Donc, vous pouvez émission qui a été consacrée au livre collectif et à la mémoire de Coralie. Voilà, c'est ça. L'Europe et le peuple. Donc, je crois pouvoir dire que cette émission qui était dans la totale bonne humeur était plutôt réussie. Donc, je vous engage à la voir si vous ne l'avez pas vue cet après-midi. Et puis, donc, vous pourrez également voir certainement dans quelques heures cette émission ici sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et puis, on va se donner rendez-vous pour certainement à la fin du mois pour une dernière émission de cette saison 1. Peut-être le week-end du 25. Je pense qu'on va garder, on va conserver cet horaire du dimanche soir qui paraît plus pratique pour tout le monde. Et donc, alors que nous faisions ça plutôt le samedi ou le dimanche à midi, on va conserver le dimanche soir, et on essaiera de vous programmer une émission aussi intéressante que celle d'aujourd'hui la prochaine fois. On a déjà un petit peu discuté avec Philippe de ce que pourrait être cette prochaine émission. On essaierait peut-être de la faire aux alentours peut-être le week-end du 25. Et puis après, on se donnera rendez-vous à la rentrée avec d'autres rendez-vous, et notamment la fameuse journée hommage à Montélimar qu'on est en train de préparer dans le secret, mais avec le plus d'efficacité possible, on l'espère. Alors, on va pouvoir arrêter. Donc, et on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci David. Merci. Merci David, merci Philippe, merci Vera. Et merci puis à bientôt peut-être. Salut. À très bientôt.